La tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus la personnalité, l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'univers de Madame Catherine Durer, coordonnatrice clinique au Centre de prévention du suicide L'Acalmie. Bienvenue à cette rencontre. Bienvenue à cette autre émission Tête à tête que vous propose La tête dans les nuances. Aujourd'hui, si vous voulez bien, je vous invite à me suivre et on entre dans l'univers de Madame Catherine Durer. Madame Durer, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci de l'invitation. Le plaisir est partagé. Alors, allons-y tout de go, comme le veut l'expression anglaise. J'ai fait une petite recherche pour voir si on avait des points en commun. On en a un. C'est une inscription collégiale en sciences humaines, c'est-à-dire un monde très vaste. Là, je ne sais pas si vous avez fait avec ou sans mathématiques, mais c'est peu important. Mais quand on s'inscrit en sciences humaines, c'est ou bien qu'on se cherche un peu, ou bien que déjà on sait que ce que l'on cherche et qu'on n'a peut-être pas trouvé va effectivement se trouver du côté des relations humaines. Il y a un point important qui est ma relation à l'autre. Est-ce que ça existait au moment de votre inscription ou bien c'était cocher oui, cocher non, je ne sais pas où je m'en vais? Je savais où je m'en allais. En fait, faire une histoire courte, comme plusieurs, je voulais devenir psychologue. Le parcours a été différent, mais je sais depuis un plus jeune âge, j'étais le type d'enfant qui allait dans les conversations des adultes. C'était intéressant, les conversations d'adultes, les petites chicanes, les problèmes. Pour les écouter ou vous interveniez dans les conversations d'adultes? Mais j'étais devenue avec le temps une écoute pour eux. Les adultes se confiaient à moi quand j'étais enfant. Ça a toujours fait partie de moi d'accueillir, d'entendre et de soutenir les personnes. Donc, c'était sciences humaines pour aller à l'université, pour devenir psychologue, mais finalement, le parcours pour se rendre là est quand même long et difficile. Oui, maintenant que le doctorat est obligatoire, vous êtes de cette génération-là. Oui, tout à fait. Donc, je suis allée vers une technique finalement, mais au final, je travaille quand même avec l'humain et ça me satisfait. Et dans ce cheminement-là, donc, vous le dites, vous accédez à la technique en éducation spécialisée. Pour le commun des mortels, et je suis allé voir sur le site du Collège La Flèche où vous avez obtenu ce diplôme, ce que ça comprend la certification de technique en éducation spécialisée. Parce qu'on a, j'avais aussi le préjugé technique en éducation spécialisée, on focus sur le mot éducation. On dit ça doit être quelqu'un qui travaille en milieu scolaire auprès de clientèle à besoins particuliers. Non. Et puis, je me suis aperçu que c'était ça, mais c'était aussi beaucoup plus vaste que ça. Au moment où vous choisissez la technique, vous la choisissez pour une clientèle que vous avez déjà en tête ou parce que le médium vous interpelle? Une clientèle que j'avais déjà en tête, moi, c'était certain que je travaillais avec l'adulte. J'avais aussi... J'ai travaillé à la Maison Radisson, donc travailler aussi avec les personnes en réinsertion sociale, milieu carcéral, c'était vraiment ce qui m'intéressait au début. Donc, je savais un peu où je m'en allais, mais c'était vraiment avec les adultes et pas dans le milieu scolaire. C'est pas quelque chose qui m'intéressait. Et le stage final au cours de vos études se fait à l'Acalmie, qui deviendra plus qu'un stage. C'est devenu une carrière professionnelle, à l'évidence. Mais est-ce que vous le saviez au moment de choisir ce stage-là, ou l'Acalmie, c'était un nom parmi la liste de milliers de stages qui vous étaient proposés? En fait, on me l'a imposé. Moi, je me disais, c'était... La vie est drôlement faite parfois, hein? Oui. C'était des stages d'été que je faisais, vu que j'ai fait la technique intensive. Et je me suis dit, il n'est pas question que j'aille passer mon été avec du monde qui ne vont pas bien, qui ont des idées suicidaires. Ça ne me le tentait pas. Finalement, c'est vraiment pas ça. Et les gens en bas, c'est le fun, on a des interactions, c'est pas que négatif, il y a beaucoup plus de positif au final. Donc, j'ai vraiment adoré cette clientèle-là, de travailler avec l'adulte, la santé mentale. Le suicide, c'est multifactoriel. Donc, au travers de tout ça, on touche à toutes sortes de problématiques. Est-ce qu'on pourrait résumer en disant qu'aller faire un stage, qui était le stage final, donc le stage le plus important, à l'Acalmie, avec le préjugé que vous aviez, mais c'est de découvrir que
c'est d'abord et avant tout un milieu de vie, l'accalmie, et non pas un milieu de suicide. Là. Exactement. Même si l'objectif, c'est la prévention du suicide, c'est donc que l'objectif numéro 1, c'est la vie, finalement. Et ça se ressent chez l'ensemble des collaborateurs avec lesquels vous avez fait votre stage. Et comment on passe de stagiaire à directrice? Coordonnatrice. Coordonnatrice, oui, pardon. Pas encore directrice. Coordonnatrice je ne sais pas. clinique, quand même. Oui, exactement. Alors, contrairement à un tête-à-tête que j'ai fait avec Luc Mascotte, qui est davantage dans la gestion, vous êtes les deux pieds sur le terrain, là, au quotidien. Oui, en fait, j'accompagne les intervenants dans leurs interventions et je fais encore de l'intervention si besoin il y a. Reste qu'on est un 24/7, on doit jamais avoir de trou de service. Donc, si besoin, je me porte toujours volontaire. J'adore encore le contact humain, de faire de l'intervention. C'est très intéressant. Est-ce que c'est une façon aussi de jamais perdre la main, en quelque sorte, de dire, et là, j'ai pas juste le contact avec l'équipe que je coordonne, mais je sais encore ce que c'est d'être sur le terrain. Et ça, vous découvrez ça dans votre stage en faisant des interventions ou en accompagnant des gens qui en faisaient? L'intervention? Oui. Dans votre stage, vous en faisiez déjà? Oui, en stage final, on doit faire de l'intervention. D'accord. C'est sûr qu'on est toujours supervisé par des employés, mais en fait, on fait de l'intervention comme les employés. Et qu'est-ce qui se passe dans votre tête au moment où vous faites de l'intervention dans votre stage? Est-ce qu'il y a un déclic qui fait « Oui, c'est ici que je reste » ou bien est-ce qu'une offre d'emploi, c'est venu après? Oui, bien, il y a une offre d'emploi qui est venue, mais je ne me suis pas questionnée. J'ai dit vraiment oui. Parce que, premièrement, j'ai vraiment adoré l'équipe de travail. C'est important aussi d'avoir une équipe de travail, de se sentir bien dans notre équipe de travail. Très belle équipe. Mais aussi d'aider les gens, puis de travailler. On parle suicide, on a l'impression que c'est tout le temps la mort, c'est négatif, mais en fait, on travaille avec la vie. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes venu chercher de l'aide et de quelle façon on peut travailler autour de vos raisons de vivre pour que vous ayez le goût de vous en sortir? C'est intéressant de travailler de cette façon-là. Vous disiez tantôt que vous continuiez à être à l'occasion intervenant de terrain, mais dans ce titre de coordination ou dans cette fonction que vous avez plutôt, il y a aussi un aspect collaboratif avec des intervenants qui travaillent sur la même problématique, mais ailleurs en Mauricie, voire ailleurs au travail. Et j'en ai pour preuve, en 2024, vous participez à l'élaboration d'une formation qui s'intitule Intervention de crise et gestion post-traumatique dans un contexte de décès par suicide. Ben alors, plusieurs questions qui me sont venues en tête en voyant ça. D'abord, à qui s'adresse cette formation-là et qu'est-ce qu'elle amène qui n'existait pas déjà? Quel besoin est venu combler cette formation-là? En fait, c'est ce qu'on a remarqué. On a fait des recherches. Moi, je me rappelle, j'avais déjà demandé à mon directeur, hey, j'aimerais ça avoir une formation. Et, comment intervenir? Tu sais, par exemple, je suis une intervenante dans un contexte de décès par suicide. C'est quoi les bonnes pratiques sur le terrain en tant qu'intervenant? Il n'y avait pas de formation là, spécifique comme ça qui existait finalement. Et c'est celle-là que vous avez créée? Oui, exactement. En collaboration? Oui, avec Centre de prévention suicide de Drummondville et de Arthabasca-Érable. On a travaillé ensemble depuis plus d'1 an sur l'élaboration de cette formation-là. Puis, elle va sortir là, au mois de mars environ. On a vraiment hâte. On a mis beaucoup de temps et d'énergie sur cette formation-là. Et en fait, ça va être c'est des intervenants là, qui peuvent recevoir ce type de formation-là, qui ont à intervenir justement là, lors des décès par suicide, de comment annoncer le décès, quoi faire quand on annonce un décès, etc. Et ça n'existait pas? Pas pointilleux dans l'intervention. Ça exactement. Et ça va être offert pour les collaborateurs dans les organismes collaborateurs ou ça va être disponible à la grandeur du Québec? C'est sûr qu'on a monté la formation pour qu'elle soit accessible à plusieurs... tout le monde peut la donner. Bien, tous les gens qui sont formateurs en prévention du suicide pourront la donner à leurs intervenants, aux intervenants aussi du réseau public. Et on parle d'une formation de plusieurs heures, plusieurs jours, une fin de semaine, 1 an? C'est une formation de 2 jours, donc 14 heures. Qui se donne sur une fin de semaine où là,
plus la semaine, la plupart du temps. Ah les oui, gens, sur les heures de travail, ouais. c'est merveilleux. Exactement. Mais ça fait deux personnes de moins sur le terrain, mais ça, si c'est pour mieux y revenir, on accepte. En 2018, je ne sais pas, ça doit être 18, j'ai écrit 28 sur ma fiche, mais Oui. 2028, ça serait difficile. Mais vous avez donc participé activement à l'expansion des services d'accalmie. Alors, je dirais, c'est quoi la genèse de ça? Vous arrivez à l'accalmie par un stage, vous y demeurez comme intervenante, vous prenez ensuite la charge de coordonnatrice clinique et ensuite vous visez l'expansion des services. Qu'est-ce que vous avez pointé qui manquait comme service qui devait être là? Et est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est les services de l'accalmie qui étaient déjà bien, qu'on a voulu multiplier à la grandeur du territoire? En fait, ce qui est arrivé, c'est pas mon idée, mais Centre de prévention suicide de Shawinigan et le Centre de prévention du suicide de Latuc ont fermé. Donc, il y a eu une offre de service, une offre de projet de qui voulait reprendre ces secteurs-là et qu'est-ce qu'ils souhaitaient y faire. Donc, à ce moment-là, à l'interne, notre équipe, on disait, nous autres, ça nous tente là, d'aller offrir des services, là, Shawinigan, Mekinac et Latuc. À ce moment-là, ils ont affiché un poste que moi, j'ai postulé et j'ai eu la coordination de ce secteur-là. Donc, moi et ma petite équipe de 2 intervenants, on offrait des services dans la communauté. Donc, services face à face, rencontrer les personnes où ils souhaitaient être rencontrés. Donc, nous, on était tout le temps en déplacement, on allait rencontrer les gens, soit chez eux, soit dans un café, soit en allant prendre une marche, pour justement créer un lien de confiance et un service qui était différent. Est-ce que c'est plus facile d'aller rencontrer les gens là où ils se sentent en confiance? Et est-ce que cette démarche-là facilite, par exemple, l'intégration aux services, les amener à accalmie, par exemple? Oui, on a eu des belles histoires en lien avec ça. Même nous, en tant qu'intervenants, de pouvoir voir la personne au-delà d'un téléphone, au-delà de quelqu'un qui est dans un hébergement, c'est comment chez eux. Comment on peut, par exemple, sécuriser des moyens de passage à l'acte? On est là, on peut le faire. Et, de comprendre aussi là, le mode de vie de la personne afin de mieux l'accompagner. Et ce service-là, ça existe toujours? Seulement à Latuc maintenant. OK, seulement Latuc, parce qu'on est plus en région éloignée. Ça veut dire que si on est Trois-Rivières, Shawinigan, on est directement référé à l'accalmie? Exactement. Avez-vous l'impression d'avoir perdu quelque chose dans ce contact où on choisissait le milieu où on pouvait rencontrer la personne qui avait besoin d'aide? C'est sûr. C'est sûr que c'est un service qui est différent. Par contre, les gens qui ont reçu ce type de service-là, le lien est déjà créé. Donc, ils ont la facilité à revenir là, sur nos lignes téléphoniques ou à notre hébergement. Et le fait que ce soit plus disponible maintenant, c'est une question de ressources financières ou de personnel? Ou bien c'est une réorientation Il y a eu de la pandémie maison? Au travers de tout ça. Ah oui, là, on dit souvent que la pandémie a le dos large, mais effectivement, la pandémie a peut-être aussi multiplié les besoins dans votre cas, c'est vrai? Est-ce que ça a eu un impact sur la clientèle? Oui, mais juste si on parle statistique, l'an passé, c'est la première fois qu'on avait un aussi gros nombre d'appels. Je ne me rappelle plus exactement, mais on a passé le 10 000, ce qui n'était jamais arrivé. 10 400 quelque chose. Là. Donc, c'est une année record qu'on a eue l'an passé. Et tout indique qu'on va être aussi élevé là, pour la fin de l'année aussi. Là. Et ça veut dire plusieurs appels par jour. Là. Si on fait une moyenne, 10 000 divisé par 365 jours, là, il y a de quoi occuper combien d'intervenants sur des lignes téléphoniques? C'est 2 par corps de travail, puis 1 personne la nuit. Et puis, chaque intervenant, en moyenne, s'attend à supporter combien de personnes au téléphone? En recevoir 2, 3, 4, 5? On ne sait jamais. Tu sais, il y a des journées que ça peut être... On rêve tous de la journée où les intervenants vont se tourner les pouces, là, mais j'imagine que ça arrive peu ou pas. Ça dépend. Autant qu'une journée, là, ça peut être très, très, très tranquille. On va avoir 5 appels par corps de travail, mais le lendemain, on peut avoir une journée vraiment, vraiment différente et parler de 25 appels par corps de travail.
On en parlait tout à l'heure en disant, oui, la question du suicide, de prime abord, ça paraît pas jojo, mais le milieu de travail, c'est quand même un milieu de vie parce que c'est ça qu'on célèbre et qu'on souhaite à tous ceux qui appellent. Mais là, peut-être que je devrais poser la question au directeur général, mais je vous la pose quand même à vous parce que vous êtes la coordonnatrice de l'équipe terrain. J'imagine qu'il y a une préoccupation de la santé mentale, c'est peut-être une grande expression, mais de la santé affective de vos intervenants et intervenantes pour s'assurer qu'ils sont bien heureux, heureuses dans leur milieu de travail. Comment on gère ça avec des intervenants, avec des employés qui ont à conjuguer au quotidien avec une problématique aussi lourde? Je pense qu'étape 1, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, c'est lourd, mais c'est pas toujours si lourd. Tu sais, les gens ne nous appellent pas de façon majoritaire en grosse crise, puis c'est difficile. La plupart du temps, quand les gens terminent leur appel, ils raccrochent, c'est sur ils sont rassurés, la personne va mieux, on est capable d'avoir des discussions au-delà de recevoir beaucoup de lourdeur. Tu sais, on travaille avec une approche qui est beaucoup plus centrée sur les solutions que de creuser qu'est-ce qui va mal, en fait. Mais oui, peu importe travailler avec l'humain, la souffrance, ça peut être difficile. Nous, ce qu'on fait au quotidien, autant moi, on a une responsable des ressources humaines aussi, on jase avec nos employés. Moi, à chaque jour, quand je suis au bureau, je vais m'asseoir comme ça dans le bureau, puis hey, comment ça va? Pas juste parler du travail de façon générale, et comment ça va? Et les gens sont à l'aise parce qu'on prend le temps. Donc, on sait que si jamais ils vivent une certaine problématique, ils vont se sentir à l'aise de nous le dire. Et ça se fait de façon tout à fait informelle, ou il y a, par exemple, chez les psychologues, il y a ça, cette quasi-obligation d'être suivi par un autre psychologue avec lequel on peut débriefer sans nécessairement parler des cas que l'on traite, là, mais chez vous, est-ce qu'il y a une telle structure ou bien ça se fait de façon informelle, comme vous venez de nous le décrire? C'est pas obligatoire, mais il y a des rencontres de façon plus formelle là, qui peuvent être faites selon les besoins. Et on y participe de bon gré parce que l'équipe est soudée, serrée. J'imagine que c'est ce que vous observez. Oui. Puis quand c'est difficile, la chance qu'on a, c'est que les intervenants ne sont pas seuls. Donc moi, je raccroche d'un appel difficile, je m'en vais voir mon collègue, puis je lui en parle. Ce que je leur dis tout le temps, c'est « partez pas avec ça ». Tu sais, une fois que c'est terminé le corps de travail, là, gardez pas ça. Sortez tout ce que vous avez entendu. Puis quand c'est fini, on passe sur autre chose. Bien, vous avez ouvert la porte à la question que j'allais justement vous poser, parce que j'imaginais difficilement comment on fait la coupure entre le milieu de travail et rentrer à la maison, retrouver conjoint, conjointe, enfant, et dire là, je suis ailleurs, parce que c'est quand même des situations délicates avec lesquelles vous traitez. Pour vous, c'est aussi simple et aussi facile que ça de dire je décompresse en équipe à la fin de mon quart de travail. Quand j'arrive à la maison, je suis libéré de ça, je reprendrai le collier demain matin. En sachant que de toute façon, j'imagine, le service est 24/7, alors il y a quelqu'un d'autre qui prend le relais. C'est vraiment une course à relais. Tout à fait. Il n'y a pas de finalité. Et, comment faire? J'ai envie de dire, ça fait un X nombre d'années que je travaille dans le milieu. Donc, pour moi, c'est rendu quelque chose qui est facile de me dire, bon, c'est terminé, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis allée au bout de ce que je pouvais faire aujourd'hui. Je passe à autre chose. Et j'ai pas de recettes magiques, là, mais c'est quelque chose qui se fait naturellement. Il va y avoir des situations qui vont venir beaucoup plus me chercher dans mes valeurs ou je vais peut-être le ramener à la maison, mais c'est pas ça à chaque jour, par exemple. OK. Je vous regarde depuis le début de cette entrevue. Vous êtes d'un calme désarmant. Et je ne sais pas si ça fourmille autrement à l'intérieur, mais extérieurement, c'est ce qu'on perçoit. Et je me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose de la solidité qu'on attribue aux gens qui sont de la terre? Parce que je sais que vous êtes né, vous avez travaillé sur une ferme familiale. Est-ce qu'il y a là un enracinement qu'on n'oublie jamais, peu importe le travail que l'on choisit de faire par la suite? Je sais pas. J'ai été
élevée justement, tu sais, avec, sur une ferme. J'ai toujours appris à travailler, à... Bon, tu vois, je comprends pas la question. Bien, je voulais savoir s'il y avait des qualités intrinsèques qui venaient avec le fait d'avoir été élevé sur un milieu agricole. Parce qu'on est vraiment attaché à la terre, aux premières valeurs, puis on fait... Puis c'est souvent du 24/7, ça aussi, le milieu agricole. Là. Fait qu'il y a comme toute une façon de vivre pour essayer de calmer son stress, puis de vivre, parce que le milieu agricole est aussi un milieu assez stressant. Là. Ben oui. Il faut le voir dans les statistiques. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous décelez dans les appels que vous recevez, mais la détresse chez les agriculteurs, c'est souvent fréquent parce que c'est des responsabilités immenses, là, ne serait-ce que la valeur des entreprises, puis les paiements qui reviennent à toutes les fins de mois assez rapidement. Mais est-ce que ça vous a apporté une solidité? Vous dites, ça me vient de mon enfance, ça me vient de mes racines. Puis si je suis comme ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu droit à cette enfance-là. Oui, bien, le fait de, on remarque là, les générations les plus jeunes, désolée pour ceux qui nous écoutent, mais... Ou pour moi. Non, mais il y a le moins que je vais en faire, mais je veux être le plus payé, tu sais. On dirait que c'est un peu ça. Les gens, ils magasinent un peu. Si je fais 5 minutes de plus, je vais être payé mon 5 minutes. Mais moi, je l'ai pas, ça. Tu sais, je travaille, puis ça va me faire plaisir de donner mon temps. Je suis travaillante. Si j'ai besoin de dépasser mes heures pour prendre soin, je vais le faire. Tu sais, ça vient beaucoup là, de la façon que j'ai été élevée et l'importance du travail. J'ai envie de rebondir, tu sais, on parle de détresse et tout ça, et en lien avec le milieu agricole. Moi, toute ma famille est dans le milieu agricole et ça fait partie d'une raison pourquoi moi je suis partie. J'avais pas envie de vivre tout le stress que ça l'occasionne là, de travailler sur... dans ce milieu-là. Donc moi, j'ai dit, ah non, je ne veux pas cette vie-là qui est 24/7, tu as toujours des préoccupations. Donc, c'est pour cette raison que j'ai quitté la ferme familiale, que je ne me suis pas engagée à travailler là. Ça me permet de rebondir sur deux choses quand vous dites que vous ne comptez pas nécessairement votre temps. Et ce qu'on avait dit juste auparavant, cette capacité que vous aviez de couper travail et famille au moment où vous quittez le bureau. Par contre, quand on regarde vos implications au niveau social, il y en a une, entre autres, qui m'a frappé, c'est votre participation au conseil d'administration d'une autre organisation qui s'appelle Le Traversier, dont la mission n'est pas à des années-lumière de la vôtre. Là. Alors, c'est un organisme qui travaille davantage en santé mentale. Vous y êtes allé parce qu'on est venu vous chercher ou bien parce qu'on a dit, ben moi, j'ai une expertise que je pourrais mettre à profit et je vous l'offre? Parce que c'est quand même, sans être concomitant, dirons-nous, proche. Oui, en fait, c'était un peu hasard. J'avais envie de m'impliquer. J'ai rencontré une de mes anciennes collègues, puis elle me disait qu'il cherchait des personnes, en fait, sur le conseil d'administration. Donc, j'ai présenté ma candidature et j'ai été prise. Ça n'a pas dû être très difficile à choisir. Je m'imagine de l'autre côté du conseil d'administration recevoir votre candidature. Je pense que je l'accepterai rapidement aussi. Et puis, votre implication, ça fait quoi, 2 ans que vous êtes là, je pense? Oui, ça va faire 2 ans. Donc, sur le point d'un renouvellement, éventuellement? Oui, habituellement, c'est des mandats de 2 ans. C'est cette année. Je ne veux pas vendre la mèche avant, mais l'intérêt est là pour poursuivre. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent, puis j'ai envie de m'impliquer là, davantage. Et est-ce qu'il y a des ponts possibles entre Accalmie et Traversier? Est-ce qu'il y a des points où l'un et l'autre pouvaient vous apporter sans joindre les organisations, là? Bien, en fait, on peut se référer de la clientèle. On a déjà aussi fait une activité ensemble, les deux organisations ensemble pour la population. Donc oui, il y a beaucoup de ponts à faire, là, santé mentale, prévention du suicide. Je trouvais aussi en épluchant tout ce que j'ai pu trouver sur vous, bien que Facebook est assez peu bavard en ce qui vous concerne, Madame Durer. C'est probablement à votre avantage. Ça rendait ma tâche un peu plus lourde, mais ça, c'est mon problème, pas le vôtre. Mais j'ai quand même découvert que vous étiez maman depuis quelques années. On dit souvent, et là,
c'est le père de 2 filles qui parle, que l'arrivée des enfants, ça change une vie. Est-ce que ça change une vie professionnelle? Et là, je ne parle pas en termes d'heures, mais en termes de vision que vous aviez sur l'organisme ou sur le travail. Est-ce que ça a changé quelque chose, le fait de dire, OK, je suis maman maintenant, mon regard change sur les événements? En fait, on m'a déjà posé la question, je pense, parle-moi d'un moment marquant de ta vie ou quelque chose comme ça. Et j'ai répondu, c'était pas une grande surprise, mais la venue de ma fille. Mais en fait, oui, la venue de ma fille, mais ce que ça m'a apporté à moi. J'ai vraiment gagné vraiment en assurance. Tu sais, moi, des entrevues comme ça, des entrevues radio, je fuyais vraiment. On est content que vous ayez accepté ça. celle-ci. Oui, mais tu sais, quand je suis revenue de mon congé de maternité, j'ai dit à mon patron, mais regarde, moi, mon objectif, là, c'est d'en faire une. La semaine d'après, j'en avais fait 3 parce que c'était la semaine nationale de la prévention du suicide. Mais vraiment, de gagner en assurance, de sortir de ma zone de confort, c'est vraiment ce que mon rôle de mère a apporté pour mon travail. Que du bien. C'est magnifique. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a le goût de décrocher de tout? Est-ce que vous êtes davantage adepte de sport ou de plein air ou de culture? Qu'est-ce qui vous branche en dehors du travail? En fait, j'ai envie de dire tout. Mais depuis que j'ai un enfant, c'est de revivre des choses banales, mais de voir les réactions avec les yeux. À travers les yeux à Oui. elle. Fait que, tu sais, aller au zoo, c'est rendu... c'est génial. Toutes les petites activités. Moi, j'adore découvrir des régions. J'adore voyager, de comprendre des différentes cultures. Donc, moi, j'ai envie de décrocher un week-end. On part en road trip n'importe où. On ne sait pas où on s'en va, puis ça fait mon petit bonheur. Bien, nous, on a réussi à voir la question du suicide de façon différente à travers vos yeux à vous. Merci infiniment d'avoir participé à cette rencontre.